Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Vous êtes sur Mediapart Live et pour la première fois, Mediapart Live ne se déroule pas dans nos locaux, dans nos bureaux parisiens. Nous sommes à Commercy en direct pour 2 heures, 2 heures et demie, peut-être 3 heures, peut-être 4 heures. On verra combien de temps ça va durer pour vous parler des Gilets jaunes et en parler surtout avec eux. Alors pour ce live exceptionnel que nous avons préparé avec Mathilde Gohanec et avec toute l'équipe de Small Bang qui réalise les Mediapart Live, nous sommes donc venus à Commercy. Vous voyez derrière moi le fameux château Stanislas. Alors on n'est pas là pour faire l'histoire du château, sachez juste qu'il a été construit en 1662 par le cardinal de Retz et puis que c'est devenu véritablement un château quand le roi Stanislas y a pris ses quartiers. Il a été incendié en 1944, puis reconstruit pendant plusieurs années et inauguré en 1972. Et d'une certaine manière rendu au peuple, ou presque, et ça les Gilets jaunes nous le diront, puisqu'aujourd'hui il abrite la municipalité, une école, un gymnase et, m'a-t-on dit, le centre des impôts. Oui, c'est ça? Absolument. Alors Mathilde. Alors, pourquoi on est à Commercy? Ceux qui suivent un peu l'actu se sont rendus compte que Commercy était devenu un peu une des capitales du mouvement des Gilets jaunes. Dès le début, un mouvement important, fort et assez atypique s'est créé ici à Commercy. Donc c'est pour ça que ça nous a tout de suite intéressés. On a écrit un certain nombre de reportages ici à Commercy, le dernier datant de l'Assemblée des Assemblées, donc cette espèce de grand rassemblement des mouvements Gilets jaunes samedi et dimanche dernier. Donc ça nous paraissait plutôt intéressant de revenir faire à la fois le bilan de ce qui s'est passé ici au sein du groupe Gilets jaunes, le bilan de cette Assemblée des Assemblées et puis aussi interroger le futur du mouvement après 3 mois de mobilisation. On peut peut-être partir. Alors on va faire quelques dizaines de mètres pour rejoindre donc la cabane des Gilets jaunes qui est également appelée le chalet de la solidarité. Regardez bien parce que si bien demain cette cabane sera démolie puisque et la mairie et la préfecture semblent déterminés à mettre fin à ce qu'ils considèrent comme une occupation illégale de l'espace public. Alors il y a une pétition qui tourne dans Commercy. Le temps d'aller à la cabane, on va interroger Guy et Alain, donc, qui font partie du groupe des Gilets jaunes de Commercy, un peu sur l'histoire de la ville. Peut-être on commence avec toi, Guy, sur c'est quoi l'histoire politique de cette ville? Alors on va marcher vers la cabane. C'est une ville qui était plutôt à droite pendant de nombreuses années. Et en 1977, M. Dosé a pris la mairie. Il a été aussi également député maire. Alors François Dosé, il est quoi? Quelle couleur politique? Socialiste, donc il a piloté la municipalité avec une coalition de gauche, hein, et puis je crois qu'il a fait 3 mandats. Et là, après ces 3 mandats, il y a eu Bernard Muller, qui est aussi un maire socialiste, et qui a fait son mandat. Et tout de suite derrière, là, il y avait donc Jérôme Lefebvre, qui lui a pris la succession et qui est notre maire aujourd'hui. Alors, maire de quelle couleur, lui? Moi, je dirais plutôt centre droit. D'accord. Et Tendance UDI, quelque chose comme ça, quoi. Voilà. Alain, il paraît, tu me disais que tu as été un temps rapidement conseiller municipal ici. Oui, avec François Dosé, la toute première nomination de maire. Élection. C'est là qu'on a pris vraiment le pouvoir à gauche, puisque ça a toujours été, comme le disait Guy, une mairie précédemment de droite. D'accord. Alors, Commercy, c'est une histoire aussi, c'est l'histoire d'une ville ouvrière, industrielle. Oui, il y avait d'abord une grande usine Tréfilignon, juste derrière nous, Ouais. et qui était tenue par des maîtres, par M. Marchand. C'était les forges, Plus ou c'est-à-dire... moins Forge à Syrie de Commercy, Oui, ça voilà. s'appelait au départ. Vous pouvez nous expliquer un peu l'importance que ça avait dans la ville? Oui, énormément. On était à peu près, à l'époque, au plus fort, on était à peu près à 1600 employés. Et ça s'est terminé quand? Ça s'est divisé à un moment donné. C'était M. Grosdidier, que je crois qui a été aussi également maire de la commune.
ça s'est coupé en deux. Il y a eu d'une part les tucs et les tacs. Alors les tacs, c'était la soudure et les tucs, c'était la tréfilerie. Alors aujourd'hui, ces deux branches, il y en a une, la tac, c'était plus ça appartenait, c'était plus une succession familiale, tu vois, une transmission de patrons qui en possédaient. Et l'autre, c'était Usinor Salsidor, qui a été pris, qui était avec des agences un peu partout en France, quoi. Et il y avait cette branche-là. Alors les deux se sont complètement délités au fil du temps. Et aujourd'hui, on a à peu près, je crois bien que les taxes, ça doit être à peu près une cinquantaine, et 70 au niveau des tucs. Donc on est passé de 1600 à un peu plus d'une centaine de personnes. Et Alain, est-ce qu'on peut dire que c'est une ville de culture ouvrière ou... Oui, absolument. Oui, Absolument. d'accord. Mais c'est aussi rural. Hein. Ouais. C'est aussi rural. Hein. Oui, absolument. Les gens, ils travaillent où? Ils travaillent ici, Bah, ils ils travaillent à travaillent dans les Nancy. champs qui sont tout autour. Autour, ouais, d'accord. C'est un bassin. Hein. C'est un Mais- bassin de commerce. Il y a aussi beaucoup de gens qui aujourd'hui travaillent à Nancy, non? Ah oui, c'est devenu d'ailleurs une ville dortoir un peu. Hein. Oui, comment ça a été une ville? C'était une ville de garnison. Hein. Il y a Voilà, eu jusqu'à 3 casernes à Commercy. Les deux premières ont été, ça remonte aux environs de la Première Guerre mondiale. Et la dernière est partie à peu près il y a 7 ans. Alors c'était le 8e ERA, c'était l'artillerie. Alors donc on a eu un peu avant, c'était le centre où on faisait ces 3 jours. Hein. Commercy, ça a dû s'arrêter parce que moi-même je les ai fait à Commercy. Donc ça s'est terminé dans la fin des années 80. Donc il y avait ce centre-là, il y avait l'armée. D'ailleurs le château était aussi une caserne jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Le hein. château qu'on vient de voir. Oui, qu'on vient de voir. Voilà, donc il y avait le côté militaire, il y avait... c'était énorme, au niveau de la caserne, il y avait plus de 1000 personnes, je ne sais pas, parce qu'il fallait accueillir... il y avait déjà le régiment d'artillerie, plus l'accueil des gens qui venaient faire leurs 3 jours. Hein. Alors bon, ça fait beaucoup de pertes d'emploi, tout ça, cumulé avec la sidérurgie. Et on devient quand même une petite ville de personnes quand même plus ou moins âgées. Et dont les jeunes ne trouvent pas de solution et partent, D'emploi ici, quittent, voilà. Alors, nous voilà, donc nous arrivons devant ce que vous appelez la cabane, qui est également dénommé le chalet de la solidarité. Je vais me mettre par là, voilà, pendant que Pierre Cartan filme tout ça. Vous venez, je crois, de terminer votre assemblée générale, madame? Oui, c'est tout ça à fait, monsieur, oui. D'accord, vous avez commencé à 17h30 Voilà, à peu près, 17h30. et vous avez discuté de combien? Une demi-douzaine de points Oui. avec des votes? Voilà, des votes, des pour, des contre. Bon, un débat. Un débat, comme tous les soirs. en ce moment. Alors, est-ce que quelqu'un peut nous montrer rapidement la cabane? Je dis ça parce que comme on sait qu'elle est menacée de démolition, est-ce que quelqu'un peut nous présenter rapidement ça? Venez, je vous présente. Laissez de la place. Laissez de la place, ça Voilà passe. donc nos braseros qui nous servent bien. Ils sont bien Alors, utiles. le chauffage, oui, en ce moment. Certains jours, on en met 2. C'est bien utile. Notre petit coin où on accueille donc, pour le café, qui nous sert de salle à manger, qui nous sert pour recevoir les personnes extérieures, D'accord. ainsi que tous nos proches. Voilà, pour La population. la qui- population, qui le est petit venue, café, les madeleines, tout voilà. ce qu'il faut, tout ce qu'on nous apporte, tout ce qu'on reçoit avec grand plaisir. Donc les gens viennent discuter. Viennent se confier, viennent discuter, viennent demander pourquoi nous sommes là. Et on leur explique, on passe du temps comme ça. Certains viennent remplir le cahier de revendications Tout à que fait. vous avez ouvert depuis le début, c'est ça? Oh oui, ça fait maintenant plusieurs semaines que c'est ouvert. Et puis quand il y a des pétitions, quand il y a des revendications. Voilà. Et tout c'est est une là. cabane que vous avez construite tout de suite après le 17 novembre ou... Pratiquement tout de suite. On a dû la démonter parce qu'elle était placée à l'endroit où il devait y avoir les décorations de Noël. D'accord. Donc elle a été déplacée assez vite. Et là, depuis quasi 2 mois, on est là, on se sent bien. Alors vous êtes là la journée, vous n'êtes pas là la nuit. Du matin à 8h30 à 19, 20h, ça dépend l'ordre des âgés, la longueur des âgés.
Alors sur la menace de démolition, vous avez aucune information particulière sur quand ça pourrait se produire, quand... Apparemment, c'est très proche. On n'a pas de date officielle, mais oui, ça doit être très proche. Oui. D'accord. Et ça nous inquiète. Bon. Et je voyais qu'il y a une... du coup, vous appelez à une manifestation ce samedi, c'est ça? Ce samedi, oui, pacifique, tranquille, mais avec d'autres régions de Lorraine. Voilà. D'accord. Alors là, donc, vous nous avez dit salle à manger. Salle à manger. Bon. Et là, notre coin, donc, où on prépare les cafés, où on prépare les moments repas avec les dons de boulangerie, pâtisserie, les dons de légumes. On fait quelquefois des soupes solidaires. Ouais. Puis voilà. Je voyais que le café d'en face vous fournit en café. Tout à fait. Ils ont des cafetières, ils nous fournissent à volonté. On leur fournit le paquet de café et on va chercher nos... Et alors vous-même, vous êtes dans ce mouvement depuis le début? Oui, Ouais. depuis le début, oui. D'accord. Ça a démarré comment? Vraiment le 17 ou un petit peu avant? Non, le 17, il y avait déjà beaucoup. Moi, j'y étais pas ce jour-là, mais il y avait beaucoup de manifestants. Ça a commencé une semaine avant avec une réunion dans un bar qui avait bien accepté de nous recevoir. Et c'est comme ça que ça s'est mis en place. On avait compris qu'on était tous dans les mêmes revendications, dans les mêmes espoirs, dans les mêmes doléances. Alors au début, il y a eu occupation de rond-point pendant quelques jours. Tout à fait, c'était filtrant, c'était pas trop agressif en fait, hein. C'était surtout du filtrant. Et- Un peu les pompes à essence, un peu certains grands magasins, mais ça n'a pas duré très très longtemps. Et puis après, vous avez décidé de vous organiser autour de ce chalet de la solidarité. Voilà, c'est tout à fait ça. Et de ne plus occuper les ronds-points, c'est ça? Oui, tout à fait. Bon, en même temps, là, vous êtes en plein centre de la ville. Hein. Là, Voilà, vous on êtes, est au vu et au su, et puis comme on s'y sent bien, donc voilà. Bon. Alors, très bien. On va s'installer donc pour un premier débat. Et ce débat, ça va être plus des questions posées par Mathilde et moi. Donc sur comment s'est créé le groupe des Gilets jaunes, comment ça fonctionne, puisque dès le début, il s'est créé en assemblée populaire. Donc on va parler de tout ça. Qui veut venir? Qui parmi vous en parle? Approchez. Si vous voulez bien, peut-être présentez-vous rapidement. Madame. Bon, moi, c'est Mireille. Oui. Donc, je suis au Gilet jaune depuis le 17 novembre. Parce que, voilà, j'ai beaucoup de soucis comme tout le monde dans la vie. Donc, il fallait combattre. Il fallait arriver à former le mouvement pour poursuivre. Hein. Il fallait... Madame, vous présentez rapidement, on vous a déjà entendu, mais... Donc moi je suis Elisabeth, je suis retraitée, j'ai été commerçante pendant quelques années, donc je me suis sentie concernée par ce mouvement. Voilà. D'accord. Vous? Moi c'est Jonathan, donc j'ai 35 ans, je suis papa de 3 enfants, je suis de commercie. Je suis dans les Gilets jaunes depuis le 17, depuis le tout début, parce qu'il y a besoin de changer les choses au niveau pour la solidarité sociale, au niveau de l'écologie, et puis pour l'avenir des enfants, pour tout quoi en fait. Alors madame, vous venez de Saint-Dizier. Vous n'êtes pas de Commercy, mais c'est intéressant que vous soyez là parce que vous nous raconterez comment vous fonctionnez. Pas de souci. Voilà. Donc moi je m'appelle Marilyn, je suis retraitée d'éducation nationale. Et donc je viens en voisine suite à l'Assemblée des assemblées. Voilà. Et donc Alain, ancien conseiller municipal. Fallait pas le dire. Pardon. Gilet jaune, vétéran, retraité, 75 ans, le plus vieux de tous. Et né à Combercy. Est-ce que vous pouvez peut-être nous expliquer pour commencer pourquoi ça a commencé ici à Commercy et pourquoi ça a pris très vite une forme quand même un peu atypique par rapport à ce qu'on a vu au début. C'est-à-dire on abandonne assez vite le rond-point, on s'installe et on se crée en assemblée populaire. Qui veut? Ouais, moi je peux expliquer. Donc le premier jour, il y a eu un énorme rassemblement. Le 17, il y a eu 500 personnes qui bloquaient en fait toutes les entrées de Commercy. C'était vraiment une très bonne ambiance. C'était vraiment une grosse convergence d'une grosse partie de la population, de Commercy et des environs.
Et puis il y a eu après la continuité, on a souhaité continuer à se mobiliser. Donc on s'est retrouvé surtout sur un gros point de passage de la ville qui est le giratoire des Godelles, dit des Godelles, donc qui est en périphérie, et un blocage de station essence. Et on se réunissait tous les soirs pour savoir est-ce qu'on continuait le mouvement et de quelle façon. Il y avait une grosse sono qui permettait aux personnes qui souhaitaient parler de s'exprimer devant la masse de personnes. Et un jour, la sono, au bout de 2-3 jours, la sono est tombée en panne. Et donc on n'a pas eu le choix que de se réunir tous ensemble pour pouvoir discuter. Et c'est de là qu'est parti, tout le monde a pu s'exprimer. Et c'est de là qu'est parti, en fait, c'était les prémices de l'Assemblée. Le fait que tout le monde puisse s'écouter, tout le monde puisse parler, en fait, tout le monde a adhéré. Et donc on a souhaité pérenniser ce fonctionnement-là. Donc ça partait de ça, d'une panne de sono. Ensuite, on a voulu construire un point de rassemblement, avoir un point fixe pour pouvoir déposer du matériel, se tenir à l'abri des intempéries, tout ça. Et initialement sur le giratoire des Godelles là-haut. Et on a été, il y a eu une confrontation un peu avec la gendarmerie qui n'a pas voulu qu'on le fasse sur le site même à cause des sculptures en cas d'incendie, voilà. Et donc on a pu négocier avec la mairie de le faire au centre-ville. Et c'était un de nos objectifs de le faire dans un second temps, de le faire au centre-ville pour pouvoir avoir un point de dialogue avec la population. Parce que sur ce point excentré du giratoire, en fait, on faisait des nuisances, on était visible, mais on n'était pas accessible. Et notre but, c'était pas forcément d'être vu, le but c'était aussi d'être entendu. Et du coup, le fait de s'installer au centre-ville, qu'est-ce que ça a créé au sein de la population ? Eh ben, je pense qu'il y a eu quand même déjà une tolérance, et puis parce que il y a eu une tolérance parce qu'en fait on a arrêté de bloquer, en fait, de filtrer, de ralentir les gens, donc c'était plus constructif, et les gens viennent régulièrement nous soutenir, ils nous ramènent des madeleines, on a des commerçants qui nous soutiennent, qui nous ramènent des boulangeries qui nous ramènent les invendus, un café qui nous ramène on peut aller chercher toute la journée des cruches de café, de chocolat chaud chez eux, donc il y a quand même un soutien important. Des madeleines, on a des quantités, tout le monde nous ramène des madeleines. La spécialité de la ville. L'Assemblée, du coup, maintenant, peut-être, elle s'incarne comment, en fait ? C'est quoi concrètement l'Assemblée de Commercy ? Les AG. Ouais. Alors tous les soirs à 17h30, on fait une AG pour discuter de l'événement de la journée, ce qui s'est passé, les personnes qui sont venues. Normalement, on les marque sur un papier pour voir à peu près les personnes qui sont venues, etc. Les soutiens et tout. Ouais. C'est vraiment, on est une famille. Et puis les projets, et puis nos ambitions et notre avenir, quoi. Voilà. Ce que vous allez faire. Voilà ce qu'on va faire le lendemain. Il y avait un fonctionnement aussi dès le début qui rappelle aussi les pratiques, alors pour le coup militantes, de parité exigée, notamment dans le premier appel que vous avez diffusé sur Internet, où un homme, une femme s'exprimaient les uns après les autres. Ça s'est imposé naturellement, ça a fait l'objet de débats. Oui, ça a été un peu... Ça s'est fait naturellement. Ouais, ça s'est fait naturellement. Donc ouais, les assemblées, pour y revenir, c'est le cœur vraiment décisionnaire de notre groupe. C'est là que sont prises toutes les décisions. S'il y a des sujets à étudier en particulier, on forme des groupes de travail où là, on met aussi en place la parité. On essaie de maintenir cette parité systématiquement. Et donc c'est vraiment ça, les assemblées, c'est notre cœur de décision, de dialogue pour tous se rencontrer. Et la parité, elle s'applique partout, quoi. Dès qu'on envoie des groupes, on appelle ça, pour rencontrer par exemple le maire ou pour aller voir d'autres, on essaie toujours de maintenir cette parité. Et dans l'assemblée des assemblées, on a appelé à ce que des groupes paritaires soient envoyés comme porte-parole, quoi. Voilà. C'est toujours fait par vote. Tout est décidé par vote. Voilà. Ça doit être compliqué quand même. Oh non. Au début, c'était... C'est compliqué ? C'est long ? Non, c'est plus long, mais le résultat est meilleur. C'est vrai que ce qui s'est créé ici, c'est une solidarité. Au départ, on a eu aussi une soupe populaire, le premier. Voilà. Tout le monde épluchait les légumes, tout le monde amenait quelque chose. Ça a généré le fait que tout le monde soit ensemble, quel que soit son milieu, quelle que soit son opinion, et que tout le monde peut s'exprimer et s'écouter, sans se juger. Et tout le monde y trouve là un lieu de parole bienfaisant. Et je crois que c'est ça aussi, ce qui soude la lutte, c'est ça. Mais alors, en même temps, quand il y a vote, et puis on ne peut pas être d'accord sur tout, donc c'est plus long. Et quand il y a vote, ça veut dire qu'il y a des minorités.
est-ce que ces minorités ne se sentent pas progressivement exclues, ignorées, en disant je suis pas d'accord, en plus je perds le vote, je m'éloigne, voire je m'en vais? Non. Tout le monde est resté solidaire. Hein, Non. La question aujourd'hui, on est peut-être dans la minorité, puis demain, suivant l'autre question, on sera peut-être dans la majorité. Voilà. Donc l'un dans l'autre, on s'y sent bien, on n'a pas envie d'en partir. Alors, quelqu'un me disait, je ne sais plus trop qui, quelqu'un me disait que quand les votes étaient trop serrés, le problème pouvait être remis à plus tard, en attendant que des choses nouvelles se passent, que des informations nouvelles arrivent, que les gens évoluent également dans leur analyse de telle ou telle décision. Vous continuez à fonctionner comme ça? Oui, Alain? Absolument, oui. On remet au lendemain. Et puis si ça ne va pas, on remet sur le lendemain. Il y a une chose que je voudrais rajouter, c'est une chose assez extraordinaire. C'est que personne ne se connaissait pratiquement. C'est vrai. Moi, j'ai une voisine qui habite à 2 entrées après moi. Je ne la connaissais pas. Il a fallu venir ici pour que je fasse connaissance. Tout à l'heure, pendant l'AG, vous discutiez de la question de la cabane, et puis il y avait un débat s'est engagé sur est-ce qu'on se mobilise pour la cabane, ou est-ce qu'on se mobilise parce que la cabane est un des éléments de la lutte des Gilets jaunes. Et alors ça, je trouve c'est intéressant, c'est-à-dire si demain cette cabane-là, elle tombe, est-ce que le mouvement il tombe avec? Non. Surtout pas. Ouais, mais du coup, pourquoi se battre à ce point pour l'endroit où on est? Mais c'est un endroit symbolique. C'est vrai. Hein, Et puis c'est quand même un nouvel idéal. Là, on est en train de construire peut-être une nouvelle société. On ne sait pas où ça va aller. On l'a construite, donc il faut continuer jusqu'au bout. C'est important. Il va se passer quelque chose, on ne sait pas quoi, mais on veut autre chose. Vous voulez dire quelque chose là-dessus? En fait, je suis relativement d'accord avec Alain. On essaie de construire quelque chose de nouveau. On ne sait pas où ça va. En fait, au départ, on avait fait une construction sur 2 jours, un mouvement sur 2 jours à Commercy, parce que c'était une petite ville. On ne s'attendait pas à avoir même les 500 personnes sur la journée. Et dire la cabane, c'est sentimental, parce que c'est nous qui l'avons construite, parce qu'il y a du lien social ici. Et on touche des personnes. Il y a des personnes qui viennent ici tous les jours, qui ne sont pas touchés par des associations de lien social ou même la municipalité. Et quand on a eu rendez-vous avec le maire, on a mis ça en avant. Et c'est pas été quelque chose qui a été entendu. Mais aussi, ce qui est important de rappeler, c'est que la lutte, là on est sur le domaine public. C'est ça qui nous est reproché, on n'est pas dans la légalité, mais c'est aussi pour ça qu'on veut rester là. Parce que justement, l'occupation du domaine public, c'est aussi un moyen de lutte, en tout cas pour nous, de dire on occupe le domaine public et on ne veut pas partir, parce que pour l'instant le débat national, tout ça, ça ne nous convient pas du tout, et on peut pas, on va pas bouger en fait. Et on fera le nécessaire pour ne pas bouger. Alors, et aussi, je peux rajouter quelque chose, c'est qu'il y a un côté pratique aussi et symbolique. Le côté pratique, c'est qu'on est très visible. On est en plein centre-ville. Là, c'est un axe important, c'est l'axe Metz-Paris par les petites routes. Ça passe beaucoup, même pour les gens qui travaillent dans le coin, ça passe énormément. On est en plein centre de la ville, donc on est très visible. Et donc ça, c'est le côté pratique. Pour nous, il faut qu'on soit visible et pour être à la rencontre de la population et montrer qu'on existe. Et le côté symbolique, c'est qu'à un moment donné, ce mouvement aussi, c'est les gens qui n'étaient pas visibles avant. On dit souvent, c'est les invisibles maintenant qui sont visibles. Et si à un moment donné, on nous vire d'ici, on va redevenir moins visible. Alors on va nous voir peut-être le samedi ou une fois de temps en temps. Mais nous, on ne veut pas qu'on nous voie le samedi dans les manifs. On veut qu'on nous voie, on veut que les invisibles soient visibles, quoi. Voilà. Et ils diront après que les Gilets jaunes, ça y est, c'est fini, qu'on n'existe plus et qu'on est là tous les jours. Alors, dans le même temps, tout à l'heure, en assistant à votre assemblée générale, une personne soulignait, disait, c'est bien beau de se battre pour la cabane, mais surtout, n'oublions pas nos revendications. L'essentiel, ce sont les revendications qui, progressivement, se sont construites. Ce que je voulais vous demander, c'est comment vous avez construit ce cahier de revendications, comment il a été fait, comment ça a été discuté, arbitré, est-ce qu'il y a un ordre, comment tout ça s'est formalisé? Jean-Michel, tu veux peut-être en dire un mot? Oui, mais en fait,
on a demandé à la population de venir porter leurs revendications à la cabane. Donc, ce qu'ils ont fait, on a été aussi faire avec d'autres gilets jaunes à la rencontre des gens. Ensuite, on a compilé tout ça sur un format Excel et on a classé en fonction du nombre de réponses les différentes revendications. Et là où on voit par exemple que l'économie et le social, c'est un sujet qui touche vraiment les gens, surtout en ce qui concerne le pouvoir d'achat, le SMIC et les salaires et les retraites. Donc ça, c'est un des principaux sujets de revendication des personnes qui ont répondu. Alors, on va y revenir plus en détail, mais grosso modo, ce que j'ai pu comprendre, c'est que dans le groupe des Gilets jaunes de Commercy, c'est entre 60, 70, 80 personnes qui sont très présentes, qui peuvent être présentes tous les jours. Je ne me trompe pas, c'est à peu près ça. Oui, Voilà. aux âgés surtout. Comment vous avez intégré des revendications du reste de la population qui pouvaient être éventuellement très différentes des vôtres? C'est représentatif des revendications en général, parce que finalement, ce qu'on retrouve ici à Commercy, c'est aussi ce qu'on retrouve dans toute la France, des revendications de tous les autres groupes gilets jaunes, et on l'a vu à l'Assemblée des Assemblées. Donc c'est quelque chose vraiment de consensuel. D'accord. Madame, vous vouliez dire quelque chose? Moi, c'était des feuilles, et moi j'ai déposé quelques feuilles au niveau des sorties d'école, la sortie d'école de mon fils, quoi. Et que normalement j'avais demandé à ce qu'elle soit redéposée soit à ma boîte aux lettres personnelle, soit au niveau d'ici à la cabane. Donc il n'y a pas que nous. On avait fait un groupe de travail en fait, qui a réfléchi sur la façon de collecter les revendications. Il y avait un copain qui était venu du sud, qui a passé par 40 groupes différents avant d'arriver ici. Il nous avait ramené un exemple, une feuille où on proposait de mettre 5 revendications différentes. Et ça a inspiré le groupe de travail qui l'a remis en forme, qui l'a un peu adapté, qui a proposé ça. Ça a été validé à l'Assemblée et après ça a été diffusé sur Internet. Les gens allaient dans la rue distribuer à la poste, sortis des écoles, dans les commerces, en disant ramenez-nous ça avant le 20. Et du coup, on a récupéré peut-être 250 feuilles, ou je sais que tu avais fait le compte peut-être 280, on va dire, pour faire toute la population, pas uniquement les gilets jaunes. Voilà. Et on a fait la synthèse et on a voté après chacun pour soutenir les revendications. Est-ce qu'il y avait des sujets tabous? Est-ce qu'il y avait des choses sur lesquelles vous vous êtes dit c'est sur les feuilles, mais on n'en discute pas? Tout était possible, tout était votable. Okay. Moi, je pense aussi l'intérêt que ça se passe à la cabane et pas dans les mairies, c'est que c'est beaucoup plus facile pour les gens de venir s'épancher avec d'autres personnes qu'ils connaissent. Enfin, voilà, il y a une mise en confiance qui fait que la parole, elle est libérée. Et s'il y a des difficultés pour écrire, on peut les aider à reformuler leurs pensées. Enfin, voilà. Est-ce que vous vous souvenez des désaccords les plus profonds? Est-ce qu'il y a eu des lignes un peu de fracture, sans qu'elles soient irrésolues, mais est-ce que il y a eu des débats vifs et sur quel sujet? Quand il y a des débats horizontaux, il est normal qu'il y ait des tas de questions. Chaque individu a des choses à dire. Donc automatiquement, mais au bout d'un moment, on rétrécit, on arrive à une décision. Mais alors, je reviens un peu en arrière. Par exemple, le simple choix des mots, l'Assemblée populaire, le pouvoir du peuple par et pour le peuple. Ça, c'est pas rien ces mots-là. C'est quand même des mots de la Révolution, de la Commune. Donc là-dessus, d'entrée de jeu, il y a eu un accord pour dire oui, on appelle ça Assemblée populaire. Et je pense qu'il y a au départ une révolte. On s'est révolté. Bon, l'essence, les taxes, le mal-vivre, quoi. Chez nous. Après, ça s'est propagé en France. Et sur le choix des mots, c'est à un moment donné, l'idée, ce qui compte, c'est l'idée.
en fait. Et après, le choix des mots, le choix de le pouvoir au peuple, par le peuple, pour le peuple, ça c'est des choses qui sont arrivées, que certains ont amené. Tout le monde apporte sa pierre à l'édifice et à un moment donné, tout le monde y a adhéré parce que ça correspondait à notre esprit. Donc c'est vrai que... Oui, mais vous comprenez que ça peut éventuellement faire peur ou dissuader certaines personnes qui auraient été tout à fait prêtes à s'engager dans un mouvement des Gilets jaunes, mais vu la connotation quasi insurrectionnelle, dirait Emmanuel Macron ou Christophe Castaner, ne sont pas forcément venus. Dans ce cas-là, moi je les invite à venir par ici, c'est la maison du peuple. Allez, nous on la défend et quand on a appelé les gens à la défendre, on a dit c'est notre cabane mais c'est aussi la vôtre parce que les assemblées elles sont ouvertes. Et c'est aussi pour ça on souhaite rester ici parce que c'est ouvert à toute la population. Des gens passent, viennent discuter mais aussi participent aux assemblées. Et c'est la meilleure façon de se rendre compte de qu'est-ce qui se passe. Il faut éteindre la télé, il faut aller à la rencontre des gens. Il ne faut pas arriver avec ses idées et vouloir faire passer ses idées par les personnes. Il faut être à l'écoute, discuter, s'intégrer et voir comment ça se passe. Ça, je pense, c'est la meilleure façon de faire, quoi. Alors, madame, vous n'êtes pas de Commercy, vous venez d'un groupe ou du groupe, je ne sais pas, des Gilets jaunes à Saint-Dizier. Est-ce que ça fonctionne un peu comme ici? Pas du tout, parce qu'on est resté, on est une ville de 25 000 habitants, hein, et assez étalée. Et on est resté déjà très longtemps sur les ronds-points, un mois. Et il y avait énormément de monde. Il y a des ronds-points qui avaient 200 personnes, donc ça faisait quand même du monde. Donc après on a été délogés et on a été invités à l'Assemblée des Assemblées et ça a quand même été une révélation. Parce que Commercy a vraiment une maturité qui nous a... Là, nous, on a été transformés en une semaine, là, franchement. Et alors, pourquoi? Parce que vous êtes organisé comment, par exemple, à Saint-Dizier? Du coup, on a été délogés, quelqu'un d'un groupe a trouvé un endroit privé, hein, avec signature de propriétaire, et donc on a créé un bureau là-bas. Mais notre problématique à nous, c'est que c'est bien d'être dans une grande ville, mais ça fait énormément de monde. Et comme tu disais tout à l'heure, il faut on aille vers les gens. Déjà parce qu'on a trouvé un terrain qui n'est pas à Saint-Dizier, donc ça fait déjà un petit peu de chemin. Et en plus, il faut qu'on aille... Nous, notre problématique, c'est qu'on a des quartiers très particuliers, quartier du Verbois, hein, qui est assez connu, mais on a d'autres quartiers où il y a plus... une communauté de voyage. On a la communauté de voyage, mais mais on a aussi un quartier où il y a les gens qui sont très, 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 très pauvres, hein, comme dirait Macron. Enfin, j'allais dire un gros mot. Donc, et qui sont dans des bâtisses, par exemple, c'est une honte. Dans des taudis, quoi. On est vraiment par quartier. Donc nous, notre principe, maintenant, c'est d'aller vers les gens. Donc, on va voir les gens dans chaque bâtiment. Donc en fait, c'est pas les gens qui viennent à vous, c'est vous qui allez vers les gens. Non, parce qu'on a quand même tout le pourtour de la ville, en fait. Ils sont tellement, c'est ce qu'on a ressenti, hein, c'est ce qu'on a fait après l'Assemblée, hein, ça y est, on est parti. Et ils sont tellement désabusés qu'ils pensent même pas à se révolter. Ils pensent même pas parce que, bon, je vous donne un exemple. On est allé dans un bâtiment, il y a une dame de 80 et quelques années. Ça fait 3 ans qu'elle demande une douche à la place de sa baignoire. Ça fait 3 ans qu'on lui dit non, qu'il n'y a pas d'argent. Et bien ça fait 3 ans qu'elle supporte ça. Parce que de toute façon, alors nous on lui a demandé, mais vous n'allez pas vous plaindre où? Mais elle dit se plaindre où? On me dit toujours non, et ben voilà. Et nous c'est vraiment ça la population. Est-ce que vous avez c'est vraiment les invisibles. Est-ce que vous avez à Saint-Dizier, du coup, vu remonter le même type de revendications que celles qui ont été énoncées ici? Voilà, et puis on a aussi le problème des gens qui n'osent pas, parce qu'à la mairie ils n'y vont pas. Clairement. Problème de bus, enfin la ville est quand même assez étendue, donc ils ne vont pas user 1 euro pour aller à la mairie. Donc nous on s'est dit c'est à nous d'aller chercher leurs doléances et on fait ça. Donc effectivement au début ils sont très frileux, très qu'est-ce qu'ils me veulent, qui c'est, pourquoi ils font ça. Bon, pour nous le gilet jaune, ils ont peur au départ, après quand on commence à discuter comme tu disais tout à l'heure, beaucoup de bienveillance. Il y a un couple la dernière fois, là, j'ai rien à dire. Je dis, si tout va bien, tout va bien. Après, il m'en a écrit 2 pages. Alors, c'est pas lui qui a écrit parce qu'ils ont aussi... Je note, c'est dangereux. Parce que tous ces gens-là, je vais à la sécu, il faut que je donne ce que je gagne ou ce que je gagne pas. Enfin, voilà. Ils ont beaucoup de mal avec l'écriture, de laisser une trace. Donc, nous, on leur propose, on écrit à leur place.
Alors, voilà. moi j'ai une question bête, mais que tout le monde se pose, c'est pourquoi cette particularité à Commercy? Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Commercy qui explique que c'est créé une assemblée populaire, qui provoque l'AG des AG, où il y a eu, on en parlera plus en détail tout à l'heure, où il y a eu 70 délégations venues de toute la France. Qu'est-ce qu'il y a de si particulier à Commercy qui explique ce type d'organisation? Je ne sais pas. Madame, vous avez une idée? Éclairez-nous. Moi, je pense voilà, l'intelligence collective, le pacifiste. Oui, mais ça, il y a aussi ailleurs. Non, pas partout. Pas partout. Bon. Vous êtes plus fort à Commercy. On s'est rencontrés au bon moment, tous ensemble, et on a eu de la chance là-dessus. Et le panel de l'âge aussi, entre 23 et 75 ans. Oui, et puis on a des personnes qui savent écrire, qui savent s'expliquer, nous comprendre et redéfinir nos ambitions, nos rêves et nos envies. Et d'autres amènent d'autres choses, chacun avec ce qu'on peut amener, ce qui fait l'évolution. Puis on a des jeunes rêveurs, on a des... Oui, c'est ça. De temps en temps, il faut, je lui dis t'es rêveur, mais en fait c'est lui qui a raison puisque ses rêves aboutissent. Alors, voilà. Moi je compare ça beaucoup à un groupe de musiciens. Ils se rencontrent, ça marche ou ça marche pas. Et quand ça marche, il y a une créativité qui se crée. Très bien, bravo. On est des artistes. La gueule des musiciens. C'est ce qui s'est passé dans l'assemblée des assemblées. On est les Beatles des Gilets jaunes. On a tenté, ça marche, on coûte, tant pis. Après, ce qui a été dynamique formidable. Après, ce qui a été dynamique aussi chez nous, c'est qu'on a mis assez vite des choses relativement agréables, telles que le café tous ensemble, la soupe populaire. On a mis des choses qui rallient les gens. C'est important de rallier. Oui, mais dans le même temps, vous ne voulez pas parler politique. Plusieurs d'entre vous, j'ai demandé, qu'est-ce que vous votez? Vous avez un passé militant, un passé... Vous avez des convictions, et c'est normal d'en avoir. Donc vous dites, non, on veut pas en parler. Non, on n'en parle pas entre nous. C'est ce qui a fait notre force. C'est que chacun est venu avec ses convictions, mais le but de se retrouver tous ensemble, c'était pas défendre nos convictions, c'était défendre la liberté, la démocratie qui est bafouée dans ce pays depuis une quarantaine d'années. Voilà. Et vous pensez que tout le monde est à l'aise avec l'idée de mettre un peu dans sa poche son passé militant et qui éventuellement l'a construit aussi? Je veux dire, c'est quelque chose qui peut être hyper fort et ça veut dire que là, on met ça de côté. Mais ce que je pense qui est plus fort que son passé militant, c'est les revendications qu'on a tous en ce moment et qui sont légitimes. Parce que dans un pays où on ne peut pas vivre décemment du fruit de son travail, c'est plus tout à fait une démocratie. Est-ce que par exemple sur la question qui n'était pas au début, alors ici c'est différent, mais par exemple la question de l'écologie, dans un certain nombre de groupes de gilets jaunes en France, et on a pu le constater dans les reportages, n'était pas du tout déconsidérée, mais elle n'était pas dans le débat. C'est-à-dire, est-ce que ici, comment ici elle est arrivée? Est-ce qu'elle s'est imposée? Est-ce qu'elle est devenue prioritaire? Comment s'est fait l'arrivée de cette revendication? Moi, je crois qu'il y a quelqu'un qui peut en parler. Je disais que l'écologie dans un certain nombre de groupes de gilets jaunes était vraiment pas présente au début. C'est-à-dire on était vraiment sur questions sociales, questions fiscales, et puis le reste c'est peut-être très bien, mais c'est pas notre sujet. Ici ça a l'air d'un peu différent. Pourquoi? Alors ici non, l'essence du mouvement, je pense qu'elle est dans la lutte, c'est initialement la lutte sociale. Les personnes qui sont dans la grande précarité, qui sont les retraités précaires, les mères isolées, les personnes en difficulté, ça c'est vraiment l'essence de notre mouvement. Je pense que c'est un peu ce qui a généré le mouvement initial avec aussi les travailleurs pauvres. C'est ce qui a généré la protestation initiale. Et après, il y a beaucoup de gens, par exemple comme moi, qui suis fonctionnaire, qui a une situation, qui rejoint ce mouvement dans le soutien de ces luttes-là, mais qui sont aussi arrivés avec d'autres combats d'avant. Et puis on s'est rendu compte petit à petit
toujours en gardant ce combat-là prioritaire de la lutte de l'égalité sociale, de la répartition équitable des richesses, et bien qu'en fait, toutes les problématiques qu'on pouvait avoir, que ce soit dans l'éducation, dans la justice, dans, je sais pas, même et dans l'écologie, elles venaient peut-être d'un problème qui était commun, qui était un système qui divise les gens, qui met la finance en priorité par rapport à la population. Et donc je pense qu'on a tous un point commun par rapport à ça. Après, l'écologie, elle est pas du tout, on n'en parle pas d'écologie ici, elle était dans les revendications. On a fait la synthèse dans le cadre de l'Assemblée, des assemblées, on a fait la synthèse des revendications d'une vingtaine de groupes de toute la France. Ça représentait à peu près 1600 revendications. Dans les 1600, il y en avait pas mal qui étaient similaires, on a fait une synthèse de tout ça, et la principale c'était social économie. Et après, l'écologie, ça arrivait dans le milieu, mais il y avait des gens qui ont exprimé des revendications écologiques, mais c'est pas quelque chose qui est prioritaire du tout. Ça fait partie du package, si vous voulez. Il y a un ensemble de revendications que nous, maintenant, on a décidé, on s'est approprié un ensemble de revendications parce que pour que, disons que ça fonctionne bien, pour que la société fonctionne bien, on pense qu'il faut que tout ça soit réglé. Mais en même temps, moi j'avais rencontré une personne ici lors d'un précédent reportage qui m'avait dit, moi je suis 100% gilet jaune, donc c'est la question sociale, c'est la question du pouvoir d'achat et des taxes, et je ne veux pas entendre parler du reste. L'écologie, je ne veux pas en entendre parler. Il y a tous les combats qui ne sont pas très loin, à Bure, sur les questions d'enfouissement des déchets nucléaires, où c'est un mouvement assez important. Non, ça c'est pas les gilets jaunes. C'est après que les gens s'engagent là-dedans et tout, c'est leur problème. Mais moi je veux que ce mouvement reste centré sur les problèmes sociaux et ces revendications-là. C'est sa volonté et nous on la respecte. Elle a le droit d'avoir sa revendication à elle, c'est une revendication avant tout financière. Et après, nous par contre dans le débat, là où on lui dit il ne faut pas opposer la fin du mois, c'était un peu la formule, avec la fin du monde. Et, parce que les deux à un moment donné sont complémentaires. Quand on discute en assemblée, même les assemblées extraordinaires qu'on a faites, on a beau avoir tout le pognon qu'on veut, si demain la terre allait cramer, on n'en fera plus rien quoi. Et donc du coup effectivement dans la discussion, on discute avec cette personne-là, mais ça ne veut pas dire que sa parole elle n'est pas respectée. Mais après il y a un avis qui est aussi général, et peut-être que c'est une personne qui est en minorité sur cette question-là à un moment donné. C'est la question de l'écologie, mais ça pourrait être un autre sujet. Mais c'est pas pour ça qu'elle est plus là. Vous voyez, parce que la question se posait dès le début, mais vous avez eu l'occasion de parler avec elle. Ça veut dire qu'elle était toujours là. Et c'était Manu. Et elle était là aujourd'hui. Bon là, elle n'est pas là, le travail. Mais elle est toujours là. Et pourtant, dans les revendications qu'on a votées, parce qu'on a fait une remontée des revendications au niveau local, et on les a votées pour les prioriser. Et son avis il a été entendu. Il a été comptabilisé dans les revendications. Il y a des gens qui ont priorisé. De toute façon, de manière générale, on a priorisé la justice sociale, fiscale et démocratique. Et après est venue la question de l'écologie. Alors, on va revenir sur le détail de vos revendications, parce que c'est intéressant. Mais pour terminer sur cet aspect de pluralisme et de comment on gère des engagements qui peuvent être très différents. Quelqu'un d'autre m'expliquait, par exemple, sur l'immigration, sur cette question de l'immigration, qui est un peu poussée sous le tapis. Dire c'est une question sensible, on sait qu'on ne sera pas d'accord entre nous, que ça peut profondément nous diviser, donc on fait un choix, on n'en parle pas. Est-ce que c'est le bon système aussi de mettre sous le tapis les questions qui fâchent? Si on est toujours dans le dialogue, mais c'est parce que vous me regardez. Alors, mais moi, cette question de l'immigration, on a discuté, on avait une interview avec le mec de là-bas, si j'y suis. Et en fait, il y a un skinhead, le mec, lui, il revendique les valeurs là. Et il est avec nous. Et moi, en temps normal, je peux pas aller voir. Vous voyez? Et il est là, et on discute. Parce qu'à un moment donné, cette question-là, lui, on la met de côté parce que c'est pas la priorité. Et pendant des années, on a voulu nous faire croire que c'était la priorité, que c'est l'immigration qui était le problème de tout, et que machin, si demain il n'y a plus d'immigration, on verrait, tout ira mieux. Et on a décidé ensemble, parce que c'est le cas, parce que cette personne-là, elle le met de côté, et nous aussi, on l'accepte. Donc voilà, on met ça de côté, et on en reparlera plus tard en temps venu, quand on aura réglé les vrais problèmes de la société française qui ne sont pas du tout l'immigration. Il y a d'autres avis là-dessus? Ça, c'est parce que, madame, oui, moi, je pense par exemple à Saint-Dizier, ça fait des années qu'on clive les gens, justement. Et là, dans ces AG, on a appris
à parler ensemble, même si on n'a pas les mêmes opinions, même si on n'a pas les mêmes convictions, et chacun a une expertise. C'est-à-dire que moi, je suis retraitée de l'éducation nationale, j'ai beau dire je comprends quelqu'un qui travaille au RSA, non. Qui a que le RSA, non. Je ne peux pas parce que moi, je ne le vis pas. Et n'importe qui a son expertise, donc il peut être spécialiste de l'écologie, il va amener des choses au débat parce que comme il est spécialisé là-dedans, il va apporter des choses. La personne qui est au RSA, elle a son expérience et elle va amener des vraies choses. Ce n'est pas des choses qu'on nous a racontées, c'est des choses vécues. Et c'est ça qui amène au débat et qui fait qu'on parle tous ensemble. Et maintenant, d'une ville à l'autre, et à l'Assemblée des Assemblées, carrément la France entière. Et vous n'avez pas peur, après on va pas passer la soirée là-dessus, mais que ce qui est mis sous le tapis, pour reprendre l'expression de François, même si vous êtes d'accord que ça pète un peu au visage du mouvement à un moment, c'est-à-dire que tout ce qu'on a mis de côté, et je comprends très bien, parce que ça clive et qu'on n'a pas envie de se rassembler sur ce qui clive, mais sur ce qui rassemble, que ça finisse quand même par poser un problème non, au parce que mouvement comme des ça Gilets jaunes. s'agrandit, on a vu à l'Assemblée des Assemblées, c'était plus... dans certaines régions, c'était vraiment quelque chose de très important pour eux, et eux, ils vont amener cette brique-là. Oui, parce qu'on est vraiment qu'au début, là. Parce qu'il y a des gens qui l'appellent que notre combat concernait tout le monde, en fait. Nous, on raisonne en termes d'être humain et ça concerne tout le monde. Après, pour l'instant, disons, nous, on a identifié dans le mouvement, entre guillemets, ce qui pose problème, c'est ce système financier qui vampirise l'économie, qui vampirise le travail des gens et qui empêche une redistribution équitable des richesses. Donc à partir du moment où on aura réglé ce problème-là et qu'on pourra répondre aux besoins de la population en ayant vraiment conscience de ce qu'on peut faire et qu'il n'y a pas des gens qui vampirisent la richesse nationale, et ben je pense qu'on pourra discuter beaucoup plus sereinement. Mais en tout cas, c'est pas dans les revendications, ça n'a pas apparu dans les revendications qu'on a pu synthétiser, quoi. Voilà. Le débat, nous, il n'est pas autour de ça du tout. À un moment donné, il y a quelqu'un qui est venu nous en parler, il y a peut-être un mois ou plusieurs semaines, qui a commencé à nous parler des migrants ici, là, à l'Assemblée. Il y avait vraiment une assemblée qui était assez importante, et tout de suite, tout le monde le dit « Ah non, on n'est pas du tout là pour discuter de ça, tout horizon politique confondu qui nous constitue », tout le monde a rejeté complètement ce débat. C'est pas du tout l'objet du débat. Mais alors, pour terminer sur ce point, après on reviendra sur le détail des revendications, il y a des gens parmi vous qui n'ont aucune expérience politique particulière et dont souvent c'est le premier engagement. Plusieurs d'entre vous m'ont dit ça. La majorité qui sont ici. Et puis il y a en même temps des gens qui ont des vrais parcours politiques construits, importants, qui se sont engagés. Un ancien militant du NPA qui a quitté ce parti il y a quelques années, un ancien candidat de la France Insoumise aux législatives de 2017. Est-ce que ça provoque pas des frictions, ça? Est-ce que c'est pas compliqué à gérer? On n'en a pas parlé. On ne sait pas, on ne veut pas. C'est pas moi qui vous l'apprends. On ne veut, non, mais on sait à peu près qui est qui, mais on ne veut pas en parler. Par contre, il est certain qu'un jour, il va falloir en parler de ces problèmes mis sur le tapis. Il n'y a pas que cela, hein, il y en a d'autres aussi qui sont sous le tapis. On ne peut pas tout faire. On s'occupe d'abord des gens qui sont dans la merde. Par rapport à ça, parce que je pense que ces personnes-là qui avaient leur propre combat avant, on peut les ranger dans le même plan que des gens qui étaient engagés dans des mouvements écologiques ou dans des mouvements sociaux ou autres. Dès lors qu'ils arrivent en toute tolérance par rapport aux autres, qu'ils n'essayent pas d'utiliser notre assemblée ou l'assemblée des assemblées comme une tribune pour faire porter leur avis politique ou leur engagement, il n'y a pas de souci. Ce qui est important, c'est la tolérance. S'ils sont parmi nous et qu'ils sont égaux avec nous, ils discutent avec nous sans essayer d'imposer leur point de vue. De toute façon, s'ils essayent d'imposer leur point de vue, il y a une autorégulation qui se passe. Il y a une autorégulation qui se fait parce qu'ils vont être rejetés. Les personnes qui arrivent en essayant, même des personnes qui n'ont pas forcément des engagements politiques forts, mais qui ont des convictions et qui arrivent ici en voulant imposer tout de suite leurs convictions sans dialogue, sans voir qu'est-ce qui se fait, c'est difficile. Donc ce qui est important, c'est pas vraiment le parcours des personnes, c'est vraiment leur intégration, quoi. Vous avez d'autres remarques là-dessus? Il y a quelqu'un ici, voilà, je suis désolé de parler un peu à sa place, mais qui avait dit, voilà, qui était engagé syndicat et tout, et qui dit, ça a été dit encore tout à l'heure, ça fait 40 ans qu'ils parlent de convergence, et le moment où en fait la convergence elle se fait sans eux, tous les gilets jaunes, c'est la question, hein, il y a des gens qui viennent de partout, et ils se rassemblent, et là, au moment où la convergence se fait, ils sont pas là.
les syndicats, et cette personne-là, voilà, je suis désolé par sa place, elle est déçue et c'est terminé quoi. C'est terminé, c'est ça, c'est jeté. On a des gens pour appuyer un peu l'avis de John sur l'autorégulation. On avait fait une assemblée extraordinaire, c'était notre deuxième, il y avait 150 personnes. Il y a un mec qui était venu, il avait commencé à distribuer des tracts. Et il y a quelqu'un qui est non politisé, c'est Dédé, celui qui un peu des fois. Il est venu, toc, range-moi ça, nous c'est pas ça, machin. Il a pris la parole aussi après dans l'AG. Il a commencé à faire une tribune. Ouah, tout le monde a fait assez suffisamment de bruit pour qu'il arrête. Donc on lui a dit, écoute, il n'y a pas de souci, tu peux parler, tu peux dire. Sauf que nous on précise bien qu'on est apolitique et puis non syndical. Et puis il a donné son avis. Et puis voilà, il est reparti comme ça, mais à aucun moment il a pu avoir sa tribune et puis exposer ses idées et puis dire venez avec moi parce que moi je sais comment il faut faire, ceci, cela. Et non, nous on mise vraiment sur l'intelligence collective. Et ces personnes qui ont eu un parcours, on peut pas les rejeter par rapport à leur parcours. Ils ont une compétence à apporter, ils ont un savoir-faire, des connaissances, et c'est aussi grâce à ça qu'on en est arrivé là. Ça c'est à souligner. Alors, venons-en à vos revendications ici à Commercy. J'ai bien compris que, grosso modo, elles étaient très largement partagées par d'autres groupes. Vous nous le disiez, madame, à Saint-Dizier. Ce qui vient en tête, c'est quoi? La première des revendications, c'était une des premières, c'était les salaires d'achat, le pouvoir d'achat. Le revenu, de manière générale, on s'est rendu compte. Parce qu'effectivement, il y a le côté salaire, ça c'était au tout début, et après il y a eu la partie revenu de manière générale, parce qu'il y a des gens qui sont délaissés du marché du travail, parce qu'il n'y a pas de travail aussi, il y a une conjoncture économique, voilà, et donc du coup ils n'ont pas accès au travail, donc on parle plus de revenus, parce que les allocations, des choses comme ça, les appels qui avaient descendu, donc on parle plus d'augmentation des revenus que de salaire un peu aujourd'hui. Ouais, les retraites, voilà, parce que c'est vraiment tout ça qu'on... Parce que nous, madame, dans le pouvoir d'achat, ce qui a été l'élément déclencheur, ça a été la hausse des pompes à essence. Après, on nous montre du doigt, nous, avec nos diesels. Nous, en Meuse, on n'a pas forcément le choix d'avoir une voiture, quoi. Moi, j'ai un bus le matin, un bus le soir. Ça veut dire que si ma voiture, elle n'a pas démarré à 8h30, et après, j'ai pas d'autre solution que de le faire à pied. Certes, je suis qu'à 17 km, mais qu'est-ce que je fais à 17 km? Voilà. Et encore, pour aller travailler, moi j'ai été bien plus loin, quoi. Il n'y a pas le choix, quoi. La voiture, on n'a pas le choix. Vous vivez à Commercy, vous travaillez où? Non, moi je vis à Apremont, à 17 km. Avant, je travaillais à Metz, c'est 1h10, quoi. 1h10 aller, 1h10 retour. Ça fait partie des Français qui ont perdu le goût de l'effort. Vous voyez, c'est qu'ils font 1 heure de route pour aller travailler, je pense que c'est pas la seule, il y en a énormément. Donc ça, il faut aussi se le mettre en tête. À un moment donné, les Français qui ont perdu le goût de l'effort, il faut peut-être l'oublier. Et la question du changement politique et démocratique qui s'est un peu imposé comme ça partout, est-ce qu'ici aussi c'est devenu prioritaire? En tout cas, dans notre fonctionnement. Vous voulez parler? Si, pour moi, allez-y. Pour moi, oui, ça l'est devenu après, justement, quand il y a eu une multitude de revendications. Je dis mince, on s'occupe que des conséquences et pas des causes. Ouais. Et justement, d'avoir le RIC, ça permet d'aboutir à pas mal de causes, que ce soit pour le nucléaire, pour les handicapés ou autre, pour pas faire des lois. Justement, le RIC le permettra. Tout le monde est concerné. Tous les sujets de société, tout le monde est concerné. Que ça soit pour les retraités, tout le monde un jour sera retraité. Handicapé, même si on est en bonne santé, on ne sait pas ce que l'avenir nous réserve, on peut le devenir. Pour la santé, c'est pareil. Pour l'éducation, même si on n'a pas d'enfants, on peut en avoir des petits-enfants. Ça nous concerne. Ou même nous, quand on a été dans l'éducation, ça ne nous convenait pas. On a eu un échec scolaire. Parce qu'il n'y a pas qu'une seule mode pour éduquer. Il peut y en avoir plusieurs. Et on ne doit pas l'imposer. Ça doit être... Enfin, voilà. Est-ce qu'il y a des gens parmi vous qui estiment que la question du pouvoir d'achat, la question sociale, est plus importante que la question politique de réforme, de RIC, personnellement. Dans les revendications, comme j'avais fait la synthèse, il y avait justement le thème gouvernance. Et parmi les principales, donc la principale de la gouvernance, c'était sur la Constitution. Et le RIC venait en second.
Et pourquoi? Parce qu'en fait, on voit qu'actuellement, on a un président qui a été élu donc, démocratiquement, mais par 18% des inscrits. Donc on a en fait Premier tour, oui. au premier tour. Premier Voilà. tour. Donc il a été soutenu, plébiscité par 18% des inscrits. Donc on a un système d'élection qui met en avant, disons, les minorités majoritaires. Et donc c'est une personne qui est arrivée avec une solution toute prête, on va faire le ruissellement, puis ça va fonctionner pour tout le monde. Et on voit que ça ne fonctionne pas et que tout le monde s'est rebellé contre ça et la façon de faire n'a pas plu du tout. Et donc une des revendications principales, c'est de changer ce fonctionnement, trouver une solution de faire différente qui puisse apporter un consensus. Et que tout le monde puisse être pris en considération dans la société. Et... Madame. On va dire que moi, étant à Commercy, vu qu'on choisit de voter des choses, des actions et des façons de faire, je pense que maintenant, l'un ne va plus sans l'autre. Je serais ailleurs, je penserais peut-être autre chose. C'est-à-dire qu'à force de voter, vous prenez goût à la participation, quoi. Tout à fait. Bah on oui. se rend compte qu'on peut se prononcer sur des sujets avec l'éducation. L'éducation collective est très importante. Parce que tous les sujets qu'on traite, que ce soit du choix du porte-clés à l'Assemblée des Assemblées, tout le monde est associé. Non mais c'est vraiment ça. Oui, vous avez voté pour faire ou non des porte-clés. Hein. J'étais là quand ça a été décidé. Madame. Il y a une petite chose, vous dites toujours, qu'est-ce qui s'est imposé? Hein, ça s'est imposé à vous, mais en fait, il n'y a rien qui s'est imposé. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gens, moi la première, se sont instruits sur la politique, instruits sur... Et c'est pendant ce mouvement, vous dites? Ah, complètement. Oui. Il y a eu tellement d'échanges différents de gens qui étaient complètement... Moi au rond-point, par exemple, j'avais des gens extrêmement racistes. Et bien justement, cette compétence qu'on a de savoir des choses, ils ont changé d'avis. Et donc, il n'y a rien qui s'impose à nous. À chaque fois que vous dites, ça s'est imposé à vous. Et non, ça ne s'est pas imposé. C'est simplement que le mouvement il est en pleine maturation. Et là, il n'a que 2 mois. 2 mois. Moi, je trouve que c'est assez extraordinaire. En 2 mois, on a fait l'Assemblée des Pour Assemblées. le coup, je reviendrai à l'Assemblée des Assemblées parce que ça nous a mis un coup de fouet incroyable parce qu'on nous fait croire qu'on est isolé. Et là, il y avait la France entière. Et on s'est rendu compte que ça soit un village de 50 personnes ou que ça soit une ville d'1 million de personnes, on avait la même maturation. Et donc, il n'y a rien qui est imposé. Enfin, je sais pas, moi je me sens imposée de rien du tout. Et on évolue ensemble. Et la cordée, Voilà. la cordée avance au même rythme. Exactement. Sans premier de cordée. C'est ça que vous voulez Il y a dire? il y a des premiers de cordée parce qu'il y a des gens qui vont impulser des choses, mais ils vont prendre en compte toute la cordée. Il n'y a pas les derniers de cordée qui vont être traînés par terre et qui vont être délaissés ou qui risquent de lâcher la cordée. On avance tous au même rythme. Les premiers s'adaptent au rythme des autres et les derniers, on fait en sorte qu'ils puissent avancer plus vite à leur rythme aussi, quoi. Alors, Mathilde, sur l'AG des AG. Ouais, et avant qu'on passe à la deuxième partie de l'émission chez Kader au Café de la Paix avec vous, hein, bien sûr, est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé pendant ces 2 jours de l'Assemblée des Assemblées? Donc c'était samedi et dimanche, plus de 70 délégations. Qu'est-ce que vous avez fait pendant ces 2 jours et à quoi vous avez abouti? On a bossé, on a travaillé. On a travaillé. Travailler pour faire quoi? Comme des abeilles. Ouais. Il y avait les écrivains, là, les intellos, qui tapaient sur leur machin, etc. Il y avait ceux qui s'occupaient du son. Parce que ce que vous avez reçu, comme on a fait ce que fait vos copains, là, hein, exactement, on a une équipe comme ça, il y a eu des cuisines, il y a eu quoi? Il y a eu la sécurité, on avait de la sécurité, avec des brassards sérénité, et en plus, avec des brassards chauds. On a travaillé comme des abeilles, chacun son rôle. Et le but c'était d'arriver à quoi? D'abord de se tenir chaud et d'être ensemble, mais après c'est quoi? Surtout que l'organisation marche. Ouais, alors pour vous, c'était votre objectif, que ça roule. On n'est pas des professionnels. Ouais. La chose qui s'est passée, c'est que personne ne s'y attendait en Voilà. fait. On s'est retrouvés tous à avoir les mêmes idées, à avoir les mêmes objectifs et une chaleur
Moi, je suis très fière d'être de Alors, il y Commercy. a 70 délégations qui sont 75. venues. 75. De toute la France. Et en tout, ça faisait 300-400 personnes. Voilà, Avec les observateurs, on va la dire comme ça, presse. à peu près. Il y avait 2 délégués par représentation, une femme, un homme, et puis des observateurs. C'est bien ça. Hein. Tout à fait. Mais moi, je suis très fière d'être de Commercy quand je vois toute cette organisation, tout le travail qui a été donné, parce qu'il y a eu des réunions qui ont duré 4-5 heures par soir, à groupe de 8-10 personnes, tous les soirs chez la même personne qui s'organisait pour laisser de côté sa famille, ses proches, pour s'occuper de tout ça. Ça a été un travail pour un groupe phénoménal. En 2 semaines, on a organisé En 2 grosso semaines. modo. L'objectif vraiment de fond de cette assemblée, ça a été on a appelé à une coordination nationale. Mais sur une base vraiment démocratique. C'est-à-dire qu'on a invité des assemblées à venir. Et on avait envoyé, il y avait eu un gros travail de fait, on leur a demandé de faire du travail, de nous envoyer leurs revendications, de faire une mise en commun de ces revendications, et on voulait avoir quelque chose à défendre en commun au niveau des revendications. Mais l'idée, c'est que cette représentation, elle devienne, que cette nationale. Mais que cette coordination, elle devienne représentative du mouvement des Gilets Alors, jaunes. Parce que c'est quand même tout le débat. Mais sauf qu'elle donne envie. Parce que nous, après, nous, on fonctionne avec nos valeurs. On demande aux gens d'adhérer à des valeurs. Après, ça prend ou ça prend pas. On a fait un autre appel. Le premier appel, il faut faire l'historique. On a dit, nous, on fonctionne en assemblée. On veut pas d'autoproclamer, on veut pas de chef, machin, parce qu'à un moment donné, la parole, elle est récupérée. Donc, essayez de fonctionner en assemblée. C'est notre premier appel. C'était une réponse à la demande du gouvernement. C'était une réponse à la demande du gouvernement d'avoir 8 porte-paroles de tous les gilets jaunes sur la France. Et nous, on a dit non, il ne faut pas faire ça. Il faut des assemblées locales et puis qu'il y ait uniquement des porte-paroles. Et le deuxième appel, à un moment donné, il y a une idée qui a émergé. C'était, parce que le problème, c'est qu'on s'est tous rendu compte qu'on était c'était le mouvement, c'était initié un peu comme ça partout, chacun avait son fonctionnement, tout, etc. C'était très bien, mais que les gens, ce qu'ils disaient, votre mouvement c'est bien, mais on ne voit pas où vous voulez en venir. Il n'y a pas de structuration et les gens sont vachement attachés à ça finalement, à quelque chose, mettre dans des cases, il faut que ça soit bien. Donc on s'est dit, voilà, il y a une idée qui est émergée, l'Assemblée des assemblées. Donc on a fait un deuxième appel, donc à l'Assemblée des assemblées, mais toujours sur la base démocratique. Et il fallait, pour avoir une légitimité, il ne faut pas dire, moi je pense que, regardez, j'ai fait une liste, venons, on y va tous, suivez-moi quoi. Donc ce qu'on a fait, c'était d'avoir le maximum d'informations, de faire une mise en commun et puis d'être d'accord là-dessus. Mais sur une base démocratique, c'est-à-dire que normalement il devait y avoir un aller-retour. Tout ce travail-là n'est pas encore abouti. En fait, la coordination de samedi et dimanche, là où on s'est mis d'accord, c'était la volonté de faire ensemble et sur une base démocratique. Et pour avancer ensemble, il faut encore qu'on élargisse notre travail au niveau des revendications, parce qu'il y a encore des oubliés comme dans les quartiers, tu vois, c'était ça. Par exemple, il y a des gens qui sont encore pas dans le mouvement, donc on veut élargir. Il y a toutes ces questions-là. Et comment on fait ensemble la coordination, l'information, la communication. Il y a toutes ces choses-là qui restent à faire. Et en fait, on n'a pris aucune décision sur les revendications. On n'a pas pris de position, on est resté dans les thèmes larges, justice sociale, justice fiscale, parce qu'à un moment donné, on peut pas... on voulait pas se tromper. Si on prenait la décision alors que tout travail n'avait pas été abouti, cette assemblée-là, elle aurait été pas légitime et les fondements même de la première rencontre, ça aurait été bidon quoi. Et donc, ouais. Alors, en même temps, cette assemblée des assemblées, elle a donné lieu à un appel. Et cet appel, il est relativement précis. Non, c'est un état des lieux en fait. C'est juste un état des lieux. C'est ce que je dis. Ceux qui regardent l'appel, on peut le retrouver facilement sur internet. Et il doit être en pièce attachée d'un de nos articles. Et puis j'imagine qu'il est également YouTube sur Gilets jaunes Commercy. page, YouTube Gilets jaunes Commercy, mais sur Mediapart aussi. Hein. Alors vous dites non, il est flou cet appel. Votre avis, parce que c'est justement sur ça qu'on s'est mis d'accord en fait à l'Assemblée, de manière très majoritaire, c'est on n'a pas la légitimité de parler à la place de tous les gilets jaunes. On n'a pas le matos, la matière, merci. On n'a pas la matière nécessaire pour avoir la légitimité de parler au nom de tous les gilets jaunes. La prochaine assemblée des assemblées, si ce travail-là il est fait partout en France, dans quelque chose de très utopique, c'est fait. Alors là, et puis que le travail aura été validé sur toutes les assemblées, les retours ont été faits, les porte-paroles n'ont pas de décision à prendre, ils arrivent avec juste la parole de l'assemblée. Et ça, ok, là on aura gagné, on aura construit quelque chose de très puissant. Pour l'instant, on reste quand même assez modeste, même si c'est une réussite. On est très content.
c'est une première et tout, c'était vraiment une super journée, un super week-end. Mais pour l'instant, effectivement, on n'a pas la légitimité de parler au nom des Gilets jaunes. Alors, pardon, je vais vous reparler de vieille politique et donc vous allez me siffler. Mais quand on lit cet appel avec un peu de culture politique ou d'un peu d'expérience politique, c'est un appel qui reprend quand même à peu près toutes les valeurs de la gauche. Quand je dis de la gauche, je ne mets pas un nom de parti là-dessus. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est un appel contre le racisme, contre l'homophobie, contre on se bat aussi contre ça. C'est pas ça. L'appel dit que nous ne sommes ni racistes, ni homophobes, ni tout ça. C'est pas un appel contre le racisme. La différence des partis de gauche qui, eux, appellent à l'antiracisme, à l'anti-ceci, à l'anti-cela, là on dit juste ce qu'on n'est pas et on appelle à des choses qui sont consensuelles. Il faut bien faire la différence, il faut bien lire cet appel pour bien comprendre qu'il rassemble tout le monde et pas seulement des gens qui ont une certaine sensibilité. Sinon, ça aurait été un échec. Ce qu'on a compris, les Gilets jaunes, c'est qu'il fallait vraiment rassembler tout le monde au-delà de ces clivages traditionnels, justement. Donc c'est pour ça que les mots qui ont été employés sont extrêmement précis et qu'il ne faut pas dire que ça reprend les symboles. Voilà, il dit juste qu'on ne peut pas être assimilé, comme le fait le gouvernement, à des racistes, des homophobes, à des foules haineuses ou choses comme ça. Mais pour autant, il n'appelle pas l'ensemble des Gilets jaunes à militer pour l'antiracisme ou pour l'anti... Voilà, c'est pas un appel à être cela. On dit ce qu'on n'est pas et on met l'accent sur ce qui nous rassemble, les revendications sociales, les revendications qui sont vraiment rassembleuses. À ce moment-là, la logique de cette première assemblée des assemblées, c'est qu'il y en ait une deuxième pour peaufiner tout ça, c'est ça? C'est où et c'est quand? Saint-Nazaire, dans 2 mois. Vous allez où? Saint-Nazaire. À la maison du peuple. Ça va être quelque chose d'énorme. Il y a peut-être quelque chose que vous n'avez pas ressenti parce que vous étiez de groupe Commercy, mais en fait ils sont devenus symboliques parce qu'ils ont montré, comme notre combat, que c'est les petits qui demandent des choses. Vous êtes une toute petite ville. Vous êtes toute une petite ville. Et vous avez perdu dans un trou. Oui, et vous n'en avez peut-être pas eu conscience, mais nous, les autres délégations, on se parlait entre eux. On disait, mais c'est pas possible, ils sont 5000 habitants, mais comment ils ont fait, comment ils y ont pensé. Ça a été. Et c'était le symbole du. C'est les petits là qui parlent. Au tout début, c'est ce que je disais, je parlais avec Claude et je lui disais, je suis pas à l'aise. Je suis pas à l'aise parce que quand il y a eu les 300 000 vues sur internet, j'étais là et je dis je sais pas, je suis pas à l'aise et tout, j'ai l'impression qu'on n'est pas représenté. Et c'est là qu'il a rassuré en disant mais si, mais c'est parce que l'idée elle est bonne et que ça plaît et que machin, et il faut y aller et puis après on y a été. Non mais c'est important quoi, parce que c'est l'idée qu'on a portée, qu'on a véhiculée, c'est ça qui a été suivi, c'est pas parce que c'est une grande ville, parce que... Voilà. Dernière question sur cet appel, il se termine par la demande de la démission de Macron. C'est pour vous une revendication essentielle et est-ce que vous ne craignez pas que ça soit ressenti et analysé comme ce qu'a dit le gouvernement à un moment, un mouvement irresponsable, voire factieux, quand certains appellent à pénétrer dans l'Élysée? Pourquoi cette focalisation et cette revendication, la démission de Macron? Techniquement elle a été mise parce que c'est ce qui est le plus chanté dans les manifestations. Et donc comme on voulait un message en fait qui soit un peu représentatif de la réalité des Gilets jaunes, enfin de ceux qui étaient là et puis aussi de prendre en compte ce qui se fait dans les manifestations, c'est Macron démission. Parce qu'il incarne, après techniquement il faut voir si c'est pertinent ou pas que ça se passe, mais en tout cas il incarne le système contre lequel nous on milite. Il incarne la déshumanification de la société, il incarne la finance, il s'érige en protecteur de la finance et donc lui-même il incarne ça. Et c'est pour ça que les gens lui en veulent directement. Après Macron démission, donc c'est ce qui ressort, de leur rage quoi. Et après est-ce qu'il faut le faire ou pas? Ça c'est un débat qu'on devra avoir dans une autre assemblée, dans la prochaine assemblée peut-être. Mais en tout cas c'est ce qui se dit dans les manifestations. Donc on ne pouvait pas ne pas le mettre dans l'appel. Surtout le mépris. Hein. C'est ça qui heurte les gens. C'est le mépris, la manière dont ils parlent.
La façon qu'ils nous causent, C'est pour là, ça qu'on dit, on est vraiment des à bas cochons, Macron, on est vraiment... Mais il y a aussi d'autres choses à abattre. Il y a le système, hein, le système à abattre. Après, nous ici, on est pour un changement de cette 5e République, quoi. Voilà. Nous, ce qu'on veut, c'est la 6e, avec le fameux RIC, avec nous, on a un véritable rôle, et nous, le peuple, nous, citoyens, on est reconnus. C'est ça le Non. problème, c'est qu'on n'y est pas. Et quand on dit Macron démission, c'est parce qu'il ne nous reconnaît pas. Et ça, on ne l'accepte plus. On n'est pas le peuple, monsieur le maire l'a dit hier. Peut-être, je suis désolée, je joue un peu l'horloge parlante là, mais il faut qu'on avance un tout petit peu. Puis comme il y a des tout petits aussi, on va peut-être aller se mettre au chaud Alors, au Café de la Paix. Voilà, on va faire quelques dizaines de mètres et on va rejoindre le Café de la Paix pour poursuivre cette discussion. On va la poursuivre. Donc vraiment, venez tous. On va la poursuivre avec Statis Kouvelakis. Et on va au Café de la Paix où Kader, qui est le gérant de ce café, a la gentillesse de nous accueillir. Et puis effectivement, on sera un peu plus au chaud. Et le matériel tiendra mieux, Pierre Catan. Est-ce que quelqu'un peut venir me raconter, peut-être nous raconter, comment s'est passée son implication vraiment personnelle dans les Gilets jaunes? Vous, madame? Non. Non. Ah mince. Jean-Michel, vas-y toi. Ouais. Comme ça, on va le faire en marchant, si ça vous dérange. On peut parler pour ce soir, moi, je trouve. Ouais, Moi, quel pantalon, j'en ai assez. Pardon? C'est bon? Voilà, donc pendant qu'on avance, est-ce que vous pouvez me dire quelles ont été vos motivations de départ? Attention, parce qu'il y a le feu. Je tombe pas dedans. Tiens, madame, merci. Oui, au départ, moi je suis retraité. pour fermer la baraque. On va laisser passer la lumière, puis après on va avancer. En évitant de poser dans le Voilà. Alors, allez-y, dites-moi. Oui, moi je suis retraité et toute ma vie, j'ai été révolté contre les injustices. Et j'ai toujours dit dans mon travail avec mes amis, gardez toujours votre esprit de révolte. Ça permet de regarder les choses de la vie, ça permet de regarder ce qui se passe et les injustices qu'il peut y avoir dans la vie. Et moi, ce qui me révolte le plus, c'est qu'on est dans un pays riche, la France n'est pas un pays pauvre, et un pays où il y a 9 millions de travailleurs pauvres, c'est pas une démocratie. Un pays où on ne peut pas vivre du fruit de son travail, décemment du fruit de son travail. Un pays où le SMIC est à 1180 € et le moindre loyer est à 500 €, c'est pas normal. Donc c'est ce qui m'a poussé, C'est ça qui vous a poussé à vous investir. à m'investir dans les Gilets jaunes. Je me demandais, vous dites que vous êtes retraité, mais on a vu là des pères et des mères de famille, des gens qui travaillent encore. Comment on fait pour gérer une espèce d'occupation de cabane, de centre-ville, des actions, des manifs, et puis en même temps continuer sa vie personnelle? Ou alors on met tout de côté? Alors pas tout à fait, parce que là, comme on vous a expliqué, on est un groupe. Il y a les retraités, il y a certains retraités qui sont là parce qu'ils ont du temps, qui viennent ouvrir la cabane, il y en a d'autres qui arrivent un peu plus tard. C'est un roulement, ce qui fait qu'il y a toujours une permanence à la cabane. D'accord. Et sur la suite dont on va parler, par exemple, vous pensez continuer à vous investir jusqu'à ce que vous ayez gain de cause? Comment vous voyez la suite? Oui, parce que je pense que ces revendications que les Gilets jaunes portent, c'est des revendications qui sont tout simplement légitimes. C'est normal de pouvoir manger. C'est normal de pouvoir éduquer ses enfants. C'est normal de pouvoir leur donner le meilleur. Et beaucoup de maux de la société française viennent de ça. C'est qu'il y a beaucoup de gens qui ont des problèmes de fin de mois, de salaire,
de travail, où il y a peu de travail, où le travail est mal rémunéré. C'est donner envie. Mais dans la vie, si vous n'êtes pas reconnu, comment voulez-vous vous investir dans votre pays? C'est la reconnaissance qui manque à beaucoup. Et c'est pour ça que les gens ils sont dans la rue. Et ça fait exactement 40 ans qu'on nous manque. C'est un coup à droite, un coup à gauche. Mais voilà, c'est ce qui fait que les gens vont de moins en moins voter. Et c'est pour ça que c'est un mouvement qui est apolitique, comme vous l'avez dit tout à l'heure. C'est parce que, en fait, on peut s'exprimer librement. Et comme c'est débattu démocratiquement, et ben les gens se retrouvent. Et ce qu'ils retrouvent aussi, c'est une fraternité. Moi, j'ai retrouvé une fraternité dans la cabane. Ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est qu'on venait d'horizons tous différents. Mais c'était notre combat qui nous réunissait. Ah bon, du coup, on va continuer, pardon, juste parce que comme ça glisse et qu'il faut qu'on aille un peu assez vite, on va continuer du coup à en débattre. Juste pour terminer, est-ce que dans votre entourage, c'est bien compris cet engagement, qui est quand même un peu corps et âme, hein, enfin, voilà, est-ce que c'est compris? Globalement, oui. Ouais, c'est compris pour ma fille, c'est compris pour ma femme. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que je passe mes soirées souvent en plus avec les gilets jaunes qu'avec eux. Voilà. C'était bien le sens de ma question. Je leur fais un petit coucou parce qu'ils sont en train de me regarder. D'accord, ok. Bon, donc on arrive au Café de la Paix pour cette deuxième partie du Mediapart Live en direct de Commercy. On va rejoindre Stathis Kouvelakis et j'espère Raphaël Chalier pour cette deuxième partie d'émission avec l'ensemble des Gilets jaunes qui sont là à côté. Voilà. Merci beaucoup. Merci. L'organisation des Jeux de Commercy et le bilan de l'Assemblée générale. Ouais, dans le bilan de l'Assemblée, c'est quoi en Le bilan, c'est de dire qu'on a fait un premier appel qui est assez général et le travail se poursuit entre différents groupes pour aboutir à quelque chose de plus constructif. Entrez, approchez-vous. Il y avait qui parle, t'as du son, qui parle. Il y avait moi, il y avait d'autres. Madame, venez là si vous voulez. Peut-être d'autres personnes. Ça va? Alors,